Ouais, on va regarder un petit peu à quoi ressemble cette administration. On a fait le tour, hein. Allez voir, je pense que Thomas, en plus, du moins je pense, je suis certain, tu as Oui, fait une vidéo que sur cette partie-là, qui est le complètement, gouvernement du pire. ouais, qui est complètement folle, le gouvernement du pire. Donc cette proposition, depuis l'émission, bah, il y a eu quelques propositions en plus, dont RFK Junior à la santé, normal. Et puis d'autres au sein du DOJ, donc le département de la justice. On voit que Donald Trump, en gros, dans le deal moral qu'il a avec Elon Musk aujourd'hui, c'est que il lui laisse tout ce qui est dépenses gouvernementales, donc argent public, donc d'où la création de Doge, mais aussi Musk qui s'inscrit dans une pente extrêmement glissante et dangereuse. Il a rencontré l'ambassadeur de l'Iran à l'OTAN pas l'OTAN, aux Nations Unies, pour discuter du futur de la politique américaine. On sait ses relations avec la Russie, donc il y a un rôle de plus en plus grand de Musk. Mais Trump, lui, son dada, son jouet, son obsession, c'est le département de la justice, c'est de se venger de celles et ceux qui l'ont poursuivi pendant des années et de détruire le DOJ. Donc évidemment, on en a pas mal parlé, on va en reparler. La nomination, du moins l'annonce de vouloir nommer Matt Gaetz comme Attorney General, vraiment celui que je sais, il n'a pas l'air comme ça sur la photo, mais que Steve Bannon décrit comme étant un véritable lance-flamme et qui va virer la plupart des 100 000 employés du département de la justice et exercer la vengeance de Donald Trump contre ses ennemis, c'est-à-dire pas que forcément les gens qui sont au département de la justice, mais aussi d'autres personnes à l'extérieur, et utiliser le département de la justice Ouais. pour exercer cette vengeance-là. Et puis, on va en parler, la nomination en numéro 2 et numéro 3 de Todd Blanche et Emil Bove. Mais avant de parler de tout ça, parce que c'est fou, avant de revenir sur Gates, parce que c'est fou, je sais que tu aimes bien que je le dise, Thomas, donc je le dis, Non, mais c'est mais vrai. il n'y a pas d'autre mot. Je suis désolé, il n'y a Gates, pas quand d'autre même, mot. lance-flamme depuis l'intérieur. Voilà. Voilà, le gars, il a été, il est accusé Était de 2 jours, 2 jours d'être pas condamné, mais d'avoir toutes ces preuves qui sortent au public et d'être quand même, voilà, face à tout ça. Et hop, juste dans un coup, il démissionne. Donc voilà, dossier fermé. Et comme par hasard, il ouais, et se puis un, retrouve à un la dossier, tête de précisons-le, la Thomas, un, justice. un dossier pédophilie, c'est-à-dire relations sexuelles avec une mineure, Ouais, drogue, il etc., a amené une etc. mineure à une fête, Une orgie, une une orgie orgie, où il a en plusieurs plus fois. drogué tout le monde. Attends, mais ça fait fou, mais voilà, non, c'est lui à la tête de la justice prochainement. Voilà. Et donc, avant de reparler de toutes ces petites folies-là, du moins ces grandes folies, je voulais qu'on réouvre 30 secondes le dossier de Tulsi Gabbard, parce que là, alors, on est dans un niveau, euh, on est dans un niveau non, j'ai pas envie de dire folie, Thomas, j'ai pas envie de dire folie, il faut Non, mais trouver autre c'est chose. On est à un complètement niveau danger. de risque complètement fou. Donc, Tulsi Gabbard, qui, dans la proximité avec la Russie, inquiète tout le monde dans le milieu du renseignement américain. Son absence déjà d'expérience dans le milieu du renseignement, alors que Trump vient de la nommer Director of National Intelligence, fait frémir. Ses relations avec Assad en Syrie, tout ça gêne. Et d'ailleurs, on se dit, ben, c'est certain que ces gens-là, alors vous savez qu'il y a des postes, on a fait le tour de ça dans la dernière émission, il y a des postes où il n'y a pas besoin de confirmation, c'est le fait du président, j'ai pas dit le fait du prince, mais c'est le fait du président. Il nomme les personnes qu'il veut pour son cabinet, il n'y a personne qui vient contrôler tout ça, mais certains postes doivent passer par un processus de vérification qui va au Sénat. Je vous ai raconté comment Donald Trump a plusieurs options avec la collaboration, entre autres, de Mike Johnson,
d'éviter le passage au Sénat et donc de passer en force en utilisant un texte de loi qui est le texte de loi qui n'a jamais été utilisé dans l'histoire des États-Unis parce que c'est le plus antidémocratique possible. Mais donc Trump a la possibilité d'être dictateur pour une journée ou 10, on verra, voire plus si affinité, et le faire. Mais il y a un autre moment qui est extrêmement important, c'est le FBI, donc le département de la justice, le FBI qui est utilisé pour aller faire ce qu'on appelle un background check. Le background check, c'est justement c'est quelque chose qui a été inventé pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque on voulait être certain que les gens qui se retrouvaient à travailler pour le gouvernement américain ne soient pas des espions pour l'Allemagne nazie. C'était quand même relativement important. Et donc, c'est une tradition qui a été conservée et qui a fonctionné, démocrate, républicain, pendant des décennies pour empêcher justement des personnes qui soit avaient un passé judiciaire, soit avaient des relations financières trop étroites avec des entités que l'on considère comme étant des ennemis des États-Unis. Donc le background check du FBI est essentiel parce qu'il faut savoir que dans ces postes-là, que ce soit Gates, mais surtout Tulsi Gabbard, c'est quelqu'un qui du coup va avoir accès à tous les secrets des États-Unis et de leurs alliés. C'est pas que je sais que souvent on voit de France et on dit ça et je comprends en disant ouais mais qu'ils se débrouillent, de toute façon ils ont voté pour ça. Ça veut dire que Tulsi Gabbard, qui a ses relations très étroites avec Poutine, va avoir accès aux rapports de renseignement qui sont partagés au sein de l'OTAN, mais en général du fait que la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Australie sont des alliés, la Belgique sont des alliés des États-Unis. Donc elle va avoir accès aussi à tous ces documents-là. C'est le badge all access. Non, mais vraiment. Non, c'est ce processus du background check de FBI, parce que j'ai vu ça aussi, ce n'est pas quelque chose de controverse, ce n'est pas quelque chose qui est même mis en question depuis des années, c'est un processus normal, non disputé, essentiel depuis des décennies. Ce n'est pas quelque chose de nouveau et ce n'est pas quelque chose qui est normalement mis en doute, quoi. Ouais, et donc, en plus de ça, si on rajoute, je vous en ai pas parlé, mais le fait que Tulsi Gabbard est membre d'une secte à Hawaï, oui, on en reparlera parce que là aussi, c'est une histoire folle et je pense que ça va être vraiment le signe de ces 4 prochaines années. Ça va être la folie. Et donc, c'est important, ce background check. Donc, on se dit, ben non, voilà, Assad qui avait l'habitude de payer très largement les journalistes et les politiques de divers pays pour leur soutien au moment où il était en train de massacrer une partie de son peuple. Poutine, après une secte à Hawaï, il y a de fortes chances que le background du FBI arrive en disant non mais en fait elle a plus sa place en prison que être directrice de national de l'intelligence du renseignement, la directrice du renseignement national. Ouais, Trump, comment faire? Et puis c'est pareil lorsqu'on est Gates, on a le même problème avec Gates. Il doit avoir un ou deux détails à relever sur Gates. Oui, parce que par exemple dans ce dossier qui n'est toujours pas sorti, il y a non seulement des témoignages de victimes, mais il y a des témoignages sous serment de témoins de tout ça, de témoins de Gates en train d'avoir des relations sexuelles avec des mineurs de 16-17 ans. Et donc, résultat, lorsqu'on est Donald Trump, on sait comment éviter le Sénat. Je vous ai raconté comment. Et puis là, on vient de décider voilà, de briser la norme. Oh, ouais, non, mais voilà, c'est pas grave. Et donc d'éviter le FBI. Voilà. Donc, il n'y aura plus de background check parce que, évidemment, c'est problématique. Donc, du côté de Donald Trump, vu que la loi ne l'oblige pas, on a décidé de le passer et à la place,
d'utiliser une compagnie privée alliée qui, soi-disant, va faire ce travail-là. Voilà, donc Tulsi Gabbard, c'est l'occasion aussi, je vous avais sauvé cet extrait la dernière fois et puis on ne l'a pas passé, de vous remettre, nous sommes en 2020. En 2020, dans les débats pour les primaires démocrates, hein, je vous rappelle que c'est une ancienne démocrate qui maintenant est républicaine. Et en 2020, elle était candidate à la présidence des États-Unis. Elle savait qu'elle avait aucune chance de gagner, mais c'était un processus obligatoire pour justement avoir une visibilité. Une visibilité qui a intéressé Assad, qui intéresse Poutine, qui a intéressé Fox News. Hein, c'est quelqu'un qui est invité très, très fréquemment chez Fox News. Et aujourd'hui, elle se retrouve dans ce poste clé chez Trump. Et donc, on va l'écouter. Elle est face à Mayor Pete. À l'époque, il n'est que maire. Mayor Pete, qui lui aussi est un candidat. Et il va, en 30 secondes, rappeler ses relations avec Assad. À tout de suite. I want to get back to Pete Buttigieg and his comment about experience. I think the most recent example of your inexperience in national security and foreign policy came from your recent careless statement about how you as president would be willing to send our troops to Mexico to fight the cartels. I know that it's par for the course in Washington to take remarks out of context, but that is outlandish even by the standards of today's politics. Are you saying that you didn't say that? I was talking about U.S.-Mexico cooperation. We've been doing security cooperation with Mexico for years, with law enforcement cooperation and a military relationship that could continue to be developed with training relationships, for example. Do you seriously think anybody on this stage is proposing invading Mexico? That's not what I said. I'm talking about building up alliances. And if your question is about experience, let's also talk about judgment. One of the foreign leaders you mentioned meeting was Bashar al-Assad. I have, in my experience, such as it is, whether you think it counts or not, since it wasn't accumulated in Washington, enough judgment that I would not have sat down with a murderous dictator like that. Il est bien. Ah, il est bien, il est très très bien, il est très très bien. Ouais, ça... Bon, voilà, on verra. On a besoin de lui pour la résistance, ouais, sincèrement. Oui, non, de toute façon, il va jouer, c'est certain, un rôle actif. Je pense qu'il va rebondir, très très vite. Il a une carrière politique devant lui. Est-ce que c'est une carrière politique qui l'amènera à briguer la candidature démocrate en 2028? On verra. Mais de toute façon, on en est persuadé, on en a beaucoup parlé avec Thomas. C'est essentiel que les démocrates se lancent dans cette campagne de 2028 dès le 20 janvier et une figure comme Trump a été présent pendant 4 ans n'attendent pas les 6 mois de l'élection ou la dernière année pour aller sur ce terrain-là. L'opposition existe que si elle a une figure pour la représenter. On va parler 2 secondes de Elon Musk, ça sera bref, mais il faut quand même le souligner, qui a de plus en plus de pouvoir et d'influence autour de Donald Trump, et qui, il y a quelques jours, a fait un tweet où il promettait Jack Smith à un procès. Donc voilà. Et puis, il y a depuis quelques jours un autre sujet dont vous avez parlé, c'était même une breaking news pendant la campagne, mais qui dans le flot des informations n'était pas allé plus loin que ça, qui évidemment ressort alors que Musk a désormais ce rôle de coprésident pour l'instant autour de Trump. On verra combien de temps cette union dure, mais ce qui est intéressant, donc, c'est de voir réapparaître dans les journaux les révélations des relations privilégiées directes entre Musk et des puissances étrangères, et entre autres la Russie, relations directes avec Poutine, mais également relations directes et soutenues et régulières
avec, au niveau de Poutine, du responsable qui a été mis en place pour justement organiser toutes ces opérations de propagande vers l'étranger et de déstabilisation par l'intérieur de la démocratie américaine. Et donc Musk n'est pas content, mais bon, c'est pas grave. Musk est le défenseur absolu, vous vous en souvenez, de la liberté d'expression. Sauf que là, non. Et donc, le tweet publié aujourd'hui par Musk, excusez-moi, qui promet l'utilisation, le marteau de la justice is coming. Donc, il y aura des conséquences pour ceux qui mettent en avant ce qu'il appelle des hoax, donc ces mensonges d'interférence, d'ingérence étrangère. Le marteau de la justice arrive, donc c'est Elon Musk qui menace la presse, qui continue à enquêter sur ses relations avec les puissances étrangères, de dire voilà, on va utiliser la justice, hein, on va utiliser... Donc c'est des gens qui pendant 2 ans nous ont parlé de weaponization de la justice, et là ils ne sont même pas encore en place, en fait, voilà, ils mettent en garde tout le monde. Si vous parlez contre moi, si vous parlez de moi, si vous révélez des choses sur moi, on va utiliser le département de la justice pour vous broyer. Hein. Il ne parle pas du DOJ, il parle du marteau. Hein. C'est vraiment l'idée de vous broyer. Donc voilà, Elon Musk. Hein, pour celles et ceux, je sais que ce n'est pas le cas par ici, mais comme on diffuse en même temps sur X, salut X, pour celles et ceux qui ont encore l'illusion de penser que Elon Musk, c'est quelqu'un qui est pour la liberté. Il est pour la liberté, la sienne, c'est tout. D'accord, allez, on fait une petite pause et puis on repart sur le sujet. À tout de suite. Voilà, nous revoilà. Donc, si vous êtes sur X plus sérieusement, venez vous abonner à la chaîne, traversez la rue, venez ici, puis allez faire jeter un œil sur Blue Sky aussi, mais bon, venez vous abonner, cliquez sur la sonnette de notification, venez nous retrouver, c'est complètement gratuit. Et justement, on vous a déjà parlé de plusieurs émissions. Vous savez quoi, ces émissions-là sont disponibles complètement gratuitement sur notre page YouTube. Plus de 500 vidéos d'archives. Et tout ça, c'est grâce, tu vois, elle est bien la transition. C'est grâce justement au soutien de certaines et de certains d'entre vous. Merci Maria pour ton super chat qui nous continue qui nous permet de continuer à travailler et d'être des vaguelettes qui justement partagent donc tout ce travail gratuitement pour que voilà on ait une trace quelque part, on ait un témoignage, on ait une chronique de ce glissement vers l'obscurité. Merci aussi à Isabella pour les mêmes raisons. Merci pour ton super sticker. Merci, et merci Desil qui est passé avant que l'émission commence. Merci beaucoup. Merci Rosan, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. On va parler justement de glissement vers l'obscurité. Je suis désolé, mais voilà, il faut faire face à ça. Je vous parlais tout à l'heure de différentes étapes vers un glissement vers une oligarchie. Je pense que ça va être le modèle qu'il faut garder en tête sur l'évolution de ce que va être ce gouvernement, ce mandat Trump 2. Donc cette oligarchie au service
au service de certains et permettant à à ce groupe d'élus de s'enrichir. Donc, il y a différentes étapes pour créer une oligarchie. Et entre autres, il y a évidemment tout ce qui est la privatisation de l'argent public. On va voir ça. Ça, en plus, c'est Musk qui va s'en occuper. Donc, faites confiance. Faites confiance. Et ayez confiance. Et puis, surtout, il y a la privatisation également du pouvoir public. Le pouvoir public, c'est quoi? On en a beaucoup parlé avec Maître Eolas. C'est par exemple la justice. Et donc, c'est de privatiser ce pouvoir-là au service de certains élus, certains privilégiés, donc au service de Trump, son entourage et ses alliés. C'est-à-dire que pour des postes qui sont d'habitude occupés, des postes importants, par des fonctionnaires ou en tout cas des serviteurs de la chose publique, on décide de les remplacer par des alliés. Et c'est exactement ce qui s'est passé il y a 2 ou 3 jours, qui est quasiment passé inaperçu parce que, c'est Trump, donc il y a cette espèce de sentiment qui est complètement décourageant pour celles et ceux, ils sont de moins nombreux, et ça, c'est encourageant, qui regardent les médias américains en ce moment. Il y a une espèce d'admission que Trump est corrompu et que son gouvernement va être l'incarnation de cette corruption. Donc ça, c'est un ton général que je trouve assez troublant, qui correspond exactement à ce qu'on a eu pendant toute la campagne, où Trump était dans les excès, où Trump ne rentrait pas dans les détails de son programme, mais c'était pas grave. Ça Donc devient normal. on a la même chose actuellement, où on a donc cette espèce de d'abattement complet, ou en tout cas de normalisation de ce qui est en train de se Oui, passer. c'est accepté comme on fait, voilà, c'est comme ça. Exactement. Et je ne vous parle pas du sane washing qui est en cours. Lire aujourd'hui les articles du New York Times auxquels je suis toujours abonné, mais lire le New York Times en ce moment, c'est de la folie complète, qui essaye de décrypter tout ce qui est en train de se passer avec une logique et en appliquant les règles comme si Donald Trump, encore une fois, c'était la normalisation. C'est cette normalisation qui a permis à Donald Trump, on va en parler dans la deuxième partie de l'émission, d'arriver au pouvoir, de revenir au pouvoir. C'est de considérer que c'est finalement un candidat et un président comme les autres, ce qu'il n'est pas. Hein, il n'a pas été un candidat comme les autres. Et donc, on voit, et je sais que la tendance est reprise en France chez les experts de plateau, cette volonté de dire non, mais voilà, tiens, est-ce que avec RFK en ministre de la Santé, qu'est-ce que ça veut dire pour l'industrie agroalimentaire? On essaye d'utiliser des grilles de pensée logique et normales, des références comme on l'a fait pendant des décennies et des décennies, et c'est complètement faux. Et résultat de tout ça, c'est que on laisse se détruire devant nous cette fabrique démocratique américaine. Et donc, par exemple, la nomination il y a quelques jours de Todd Blanche et d'Emil Bovy. Donc, on va voir d'abord la réaction, parce que je trouvais qu'elle était bien parce qu'elle vient d'un républicain anti-Trump. Certes, donc Thomas, c'est le deuxième document Blanche, qui est le tweet de Joe Walsh, qui dit voilà, Donald Trump vient de choisir ses propres avocats. Ouais, c'est pour ça que vous reconnaissez les noms Blanche et Bove. Ses propres avocats pour pour la place en tant que numéro 2 et numéro 3 du département de la justice. Il dit avec n'importe quel autre candidat, n'importe quel autre président, n'importe quelle autre époque, ça aurait été une histoire énorme en disant mais c'est un conflit d'intérêts. Hein, le gars, il nomme ses propres avocats au ministère de la Justice. Et là, il dit rien. But with Trump, barely a notice. C'est vraiment cette volonté de dire, ben voilà, on sait qu'on y va, donc allons-y
joyeusement, allons à l'abattoir, le sourire aux lèvres. Ça ne se passera pas comme ça ici. Mais en tout cas, donc, il y a cette décision. Depuis, hein, je viens pendant que je vous parlais, il vient d'en nommer un nouveau. En fait, les 5 avocats de Donald Trump de ces derniers mois, même ceux qui étaient les moins visibles, viennent d'être nommés exactement à des positions clés. Donc, on retrouve Todd Blanche, Emil Bovey, Dean Sauer, Doug Collins et Will Scharf qui se retrouvent à des postes clés. Dan Sauer, Thomas, tu t'en souviens parce que c'est lui qui justement a plaidé pour Donald Trump lorsque c'est arrivé jusqu'à la Cour suprême. Tu sais qu'il y avait cette voix, plusieurs fois, qu'il y avait cette voix assez particulière. Qui faisait penser à Robert F. Kennedy Jr. Exactement. Et lui va occuper le poste numéro 4 du département de la justice. Si je me rappelle bien, il y en a que 4 sur 4. Donc, résultat, numéro 1, Matt Gaetz. Numéro 2, Todd Blanche. Numéro 3, Emil Bove. Donc, on voit aussi, tu peux montrer lorsque Donald Trump a annoncé ça. Numéro 4, Dean Sauer. En plus de ça, il a nommé, et vous allez voir comment c'est intéressant dans ce processus de corruption. Vous savez que la Trump Org est toujours du côté de New York. À New York, l'organisme, le bureau du procureur fédéral qui est en charge de cette zone-là de Manhattan, c'est le Southern District de New York, SDNY. Donc, Donald Trump a annoncé que, vu que c'est un procureur fédéral, qu'il allait remplacer, comme il avait déjà fait en 2016, qu'il allait remplacer le procureur fédéral et qu'à la place, il mettait un de ses compagnons de golf, qui est aussi un homme d'affaires, qui a aussi des compagnies qui sont dans cette zone-là. Donc, en gros, ça veut dire qu'il contrôle désormais le processus de vérification, de régulation, de justice de zones où lui et ses alliés ont des entreprises. Voilà, c'est une réalité. Mais on va revenir 2 secondes parce qu'il le faut sur Matt Gaetz pour terminer ce chapitre, qui du moins terminé de manière temporaire parce que c'est évident qu'on va évidemment en reparler très prochainement. Le fait que Matt Gaetz soit toujours en compétition, Thomas vous en a parlé, donc il y a eu ce processus en différentes étapes où dans l'urgence, mercredi, Trump a annoncé la nomination de Matt Gaetz. C'était non seulement une surprise pour tout le monde, y compris dans l'entourage de Trump, y compris dans l'entourage de Susie Wiles. Donc Susie Wiles, c'est sa directrice de cabinet. C'est elle qui a mené sa campagne et en fait, il a pris cette décision à un moment où elle n'était pas dans la pièce parce qu'elle s'opposait à cette nomination. Ça commence bien côté chaos. Et donc la nomination de Gaetz pour être utilisée comme lance-flamme à l'intérieur du département de la justice est arrivée de manière abrupte et elle s'est suivie de manière encore plus abrupte par la démission immédiate de Matt Gaetz qui était donc élu à la Chambre des représentants. Pourquoi ? Parce qu'on était à 48 heures de la publication du rapport d'enquête du comité éthique de la Chambre des représentants sur justement toutes ces accusations d'orgie sexuelle avec drogue et surtout avec mineurs. Et donc de démissionner, c'était de se dire l'usage de la Chambre des représentants, c'est que ce rapport-là, on ne le sort que lorsque le membre est toujours actif, lorsque l'élu est toujours actif. Et donc, sa démission permettait d'arrêter tout ça. Dans la foulée, évidemment, mini-scandale, en se disant, on a beau laisser faire tout ça, là, quand même, c'est un petit peu fort. Et résultat, on a annoncé mercredi que le vendredi, il y aurait une réunion d'urgence entre les démocrates et les républicains du comité éthique pour savoir si quand même il fallait sortir ce rapport-là.
Et puis, le fameux meeting du vendredi a été annulé. Vous allez vite comprendre pourquoi. Et surtout, Mike Johnson est rentré en 2 épisodes dans la danse. Donc, le speaker de la Chambre des représentants. D'abord, lorsqu'on lui demandait lui demander de sortir, de faire pression, d'utiliser son poste de speaker pour avoir ce rapport-là, d'expliquer que c'était pas son rôle, et le lendemain de dire que finalement il ne souhaitait pas que ça sorte. On va écouter Mike Johnson et après on va comprendre. The Speaker of the House is not involved in that, can't be involved in that. I'm going to strongly request that the Ethics Committee not issue the report. Donc voilà, donc pourquoi c'est ce changement soudain de Mike Johnson? Pourquoi ce changement soudain des démocrates qui devaient se réunir vendredi avec les démocrates pour savoir ce qu'il fallait faire? C'est que justement, la veille, tous ces gens-là étaient où? Étaient à Mar-a-Lago. Et donc, regardez avec qui était Mike Johnson. Et donc, le soir même, avant d'arriver à Mar-a-Lago, c'est je ne dois pas m'impliquer, c'est pas mon rôle. Et le lendemain, c'est je ne veux pas que ça sorte. Et entre-temps, il a passé la soirée avec le gars là qui sourit. Ouais, il a passé la soirée avec lui. C'est même le compte de Mike Johnson qui met ça en avant, qui a publié cette photo. Il ne se cache même pas. Mike Johnson, d'ailleurs, souvent, je trouve, parce qu'il parle avec cette voix calme et il fait petit et tout ça, on le met pas dans notre classement des magas les plus dangereux et tout ça. Mais c'est une vraie menace et on l'a vu plusieurs fois maintenant. Il est prêt à tout pour Trump. C'est vraiment perturbant. Exactement. En tout cas, voilà, c'était. On va le refaire. Hein, c'était notre journal de la folie, de ce glissement vers la nuit. On va faire une petite pause et ensuite on va revenir sur justement comment résister à tout ça et aux 2 prochains mois, 2 mois pour éviter le pire. À tout de suite.